Bonjour, monsieur. Vous avez- Oui, monsieur, oui. Yes, super. Donc, je partage mon écran. On est presque 20, donc je pense qu'on commence. Tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Donc, voilà. Donc, je suis en train de partager mon écran. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la présentation PowerPoint. Vous arrivez à voir le cours? Oui, monsieur. Yes, good. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté à ce niveau-là. Donc, on a fait une introduction au monde agile. On a vu non seulement l'agile, mais on a vu un petit peu l'évolution des méthodes ou bien des méthodologies de travail, en démarrant par le cycle effet tunnel, passant aussi par le cycle en V, cascade, VW, et l'agile, on a terminé avec l'agile. Et sur l'agile, on a vu énormément de principes. Et parmi les principes qu'on a vus, c'est le principe d'intégration continue. Déjà, on avait dit que l'agile, c'est le fait de diviser un produit en plusieurs petits produits. Chaque petit produit, c'est le résultat d'une itération, ce qu'on appelle un sprint. Et les sprints, c'est chaque 2, 3 ou 4 semaines. Et on a dit que nous avons le backlog final, le backlog global du produit. Et pour chaque sprint, pour chaque itération, on essaye de choisir un ensemble de fonctionnalités qu'on juge importants et qui constituent un morceau du produit. Et morceau après morceau, on se retrouve avec le produit final sur plusieurs itérations. Et on a dit la dernière fois également que le principe d'intégration continue consiste à considérer chaque morceau de ce produit-là comme un produit. Ça veut dire, c'est pas juste parce que c'est deux, trois fonctionnalités qu'on va donner ou bien qu'on va livrer via une clé USB ou via par mail ou peu importe. Non, on va se comporter avec ce morceau du produit comme un vrai produit. On va le tester, on va l'intégrer et l'installer d'une façon automatique, on va générer des rapports, on va faire énormément de choses comme si on est en train d'installer le vrai produit. Donc, et je vous ai expliqué la dernière fois que l'intérêt derrière ce concept-là d'intégration continue, c'est de ne pas se retrouver avec des surprises vers la fin. Ça veut dire vers la fin, on va pas forcément se retrouver avec un produit ou bien une installation qui ne marche pas, parce que l'installation, on l'a testé réellement sur un ensemble de morceaux. Et chaque morceau, il nous a permis de tester, de stresser, de blinder l'installation. Vers la fin, l'installation devient juste une partie de déploiement, bien une partie de l'intégration finale. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, on va aller plus loin et on va attaquer une nouvelle phase, ce qu'on appelle la phase d'analyse et de conception. La première phase, c'était le cadrage. Après le cadrage, c'est la méthodologie. Après la méthodologie, c'est l'analyse, conception. Et pour pouvoir analyser, donc, avant d'analyser, en fait, il y a pas mal de personnes qui confondent, en fait, la conception de l'architecture. Ça veut dire pour eux, architecture et conception, c'est la même chose. Ce n'est pas vraiment la même chose. La conception, c'est un ensemble de concepts pour montrer le comment, ça veut dire le processus. Ça veut dire, je donne tout le temps l'exemple de création d'un compte. Ça veut dire, je peux dire que moi, je cherche à créer un compte bancaire, mais la conception, c'est de pouvoir détailler comment je vais créer, ça veut dire en termes d'enchaînement, en termes de logique, comment je vais créer ce compte bancaire. Ça veut dire soit les étapes, les interactions, les prérequis, etc. Donc ça, c'est la conception. Mais l'architecture, ce n'est pas la même chose. L'architecture, c'est les briques que je dois mettre en place, que je dois préparer pour pouvoir créer un compte bancaire. C'est comme si la conception, c'est la démarche, c'est le comment, et l'architecture, c'est les moyens, c'est les logiciels, c'est les serveurs, c'est les réseaux, etc., etc. Donc, il ne faut pas confondre la conception avec l'architecture parce que ce n'est pas la même chose. Ça marche? Donc, généralement, dans la conception, donc, on doit décrire le processus. On appelle les workflows, les work paths, c'est-à-dire le chemin qu'il faudrait suivre pour pouvoir concevoir un mécanisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc, il y a un autre concept, ça veut dire il y a l'architecture et la conception, les gens confondent généralement
conception de l'architecture. Il y a aussi une autre confusion, c'est la conception avec la spécification. Ça marche? Généralement, les gens, pour eux, conception et spécification, c'est la même chose. Non, non, ce n'est pas vraiment la même chose. Généralement, les spécifications, c'est les cadrages de besoins. Ça veut dire le quoi, ça veut dire qu'est-ce que je cherche à faire. Par exemple, créer un compte bancaire, c'est le quoi. C'est-à-dire, je suis en train de chercher de créer un compte bancaire. Ça, c'est la spécification. Mais la conception, c'est comment je crée ce compte bancaire. Ça veut dire spécification, c'est le quoi. La conception, c'est le comment. Et l'architecture, c'est avec quoi. Ça marche? Donc, le quoi, c'est la spécification. Le comment, c'est la conception. Et avec quoi, c'est l'architecture, etc., etc. Donc, spécification décrit l'objet à développer. La spécification répond à la question quoi. La spécification est définie comme l'expression de toutes les caractéristiques, etc., etc. La conception, il décrit l'ensemble des moyens et procédures permettant de développer, produire, mettre à disposition ces fonctionnalités. La conception répond à la question comment. La conception sera définie comme la description de l'objet à développer, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour pouvoir concevoir, généralement, les gens, ils essayent de définir la conception, ça veut dire les moyens et le comment à travers de la description textuelle, ça veut dire plusieurs paragraphes, ce n'est pas un bon pattern. Ça veut dire d'écrire avec des paragraphes comment je crée un compte bancaire et le processus à suivre, c'est très difficile à définir et c'est très difficile à justifier. C'est pour ça que dans le monde logiciel moderne, on est en train de s'éloigner le maximum possible de cette description textuelle. Ça veut dire on essaie au maximum possible de s'éloigner, de définir et de décrire avec du texte, avec une langue, français, anglais, peu importe. On essaie de s'éloigner de la description textuelle. Et on essaie d'utiliser des techniques de modélisation pour pouvoir projeter cette conception et les différents détails qui l'entourent. Je donne à la même personne une description textuelle et un schéma, je vous assure qu'il se retrouvera beaucoup plus facilement à travers un schéma et via un schéma que de la description textuelle. Lire plusieurs paragraphes, je suis persuadé que c'est mission impossible de décrire et d'extraire le maximum de détails. Mais à travers un schéma, donc décrire une conception, c'est la méthode la plus efficace. C'est pour ça que dans le monde logiciel, on encourage la schématisation des détails. Ça veut dire, si je veux expliquer à quelqu'un quelque chose, le premier réflexe, c'est un schéma. Ça marche? Si je veux décrire un processus, le premier réflexe devrait être un schéma. Si je veux montrer les détails des détails des détails, ce n'est pas la description textuelle que je vais viser, mais plutôt un schéma. Et pour pouvoir schématiser un besoin, les 6 techniques les plus utilisées dans le monde logiciel, c'est la technique du SADT, la technique de l'OMT, la technique FAST, la technique Meurize, la technique UML et les méthodes formelles. Donc, on va essayer dans ce chapitre-là de projeter et de zoomer sur chacune de ces techniques-là et de vous montrer un petit peu comment on l'utilise, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça marche? Good. Donc, le SADT, c'est une technique qui a été utilisée avant l'informatique. Elle était utilisée dans les systèmes électroniques, microélectroniques, etc., etc. Donc, l'objectif de cette technique de SADT, c'est de donner des zooms. Ça veut dire, moi, je veux expliquer un système à quelqu'un, je peux raisonner à travers une technique de zoom. Ça veut dire, je peux dire que le premier niveau contient ça, et par la suite, je peux zoomer sur ce niveau-là et le détailler, et par la suite, sur ce deuxième niveau, je peux donner plusieurs niveaux de zoom, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez me dire, à quoi bon? C'est pour pouvoir afficher le maximum de détails. Et le dernier zoom qu'on va viser, c'est le détail de détail. C'est la dernière qu'on va viser dans ce mécanisme-là. Ça marche? Donc, le SADT, c'est dans un premier temps, on définit le niveau 0. Et je peux dire que le niveau 0, c'est par exemple produire X. Et là, un ensemble d'inputs, un ensemble d'outputs. Ça, c'est une brique de système. Et je peux dire que produire des X, ça veut dire n'importe quelle chose, il peut être détaillé. Ça veut dire je peux zoomer. Si quelqu'un me demande comment je fais la production de X, je dis ah ok, ça marche, pas de problème. Je zoome sur un autre niveau. Et je peux dire que pour produire X, je dois passer par 4 étapes. Définir A, gérer B, distribuer C et fabriquer par exemple X. Ça, c'est un ensemble de niveaux qui permettent de zoomer sur la première étape, le niveau 0. Ça, c'est le niveau 1. Et par la suite, je peux aller sur chaque petit niveau, par exemple, définir
c'est quoi définir, gérer, c'est quoi gérer, distribuer, c'est quoi distribuer, fabriquer, c'est quoi fabriquer, et zoomer sur un troisième niveau, ce qu'on appelle le niveau 2. Et continuer sur le niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. On va s'arrêter quand? On va s'arrêter quand on va juger, quand on a atteint le niveau de granularité le plus intéressant. Ça veut dire au moment où tout le monde est content, au moment où tous les détails sont clairs, au moment où il n'y a pas d'ambiguïté, je dis ça, c'est le dernier niveau. Ça marche? Donc, et je me retrouve avec un système comme ça. Ça veut dire un ensemble de zooms, un ensemble de niveaux. Et par la suite, pour pouvoir développer, je peux développer le dernier niveau, niveau X ou le niveau N. Par la suite, je développe N-1, N-2, N-3, jusqu'à avoir un niveau N, ou le niveau 0, qui est le système que je suis en train de détailler. Donc, cette technique, elle s'appelle la technique du SADT. Elle était utilisée dans la microélectronique avant l'informatique, et les informaticiens ont hérité cette technique-là pour pouvoir détailler et décrire des briques informatiques et des systèmes informatiques. Est-ce que c'est clair pour moi? Oui, monsieur. Good. Oui, monsieur. La deuxième technique, c'est la technique la plus basique, ce qu'on appelle FAST. C'est quoi FAST? C'est Function Analysis System Technique. Il permet de définir système interne, système externe, et il permet de définir un workflow, un workpath, etc. Donc, ça, c'est de la manière la plus basique possible. Rectangle, c'est interne, et ellipse, c'est externe. Ça marche? Et je peux dire que je suis dans la fonction 1, je peux atterrir sur deux fonctions, technique 1, technique 2. La technique, c'est technique 1, 1, 1, 2, 1, 3, machin, et je continue à donner des zooms. Donc, la même manière que le SADT, ça veut dire un ensemble de niveaux de zoom, mais c'est des symboles beaucoup plus simples, soit des rectangles et des ellipses avec des schémas. Et on essaye de zoomer et de détailler le système. Donc, cette technique, elle s'appelle le FAST. Ça marche? Elle s'appelle le FAST. Si, par exemple, je mets un trait qui sort d'une flèche, ça veut dire c'est le et. Ça veut dire la première fonctionnalité et la deuxième fonctionnalité. J'ai par exemple des flèches qui sortent de la même source, ça veut dire c'est un ou. Donc, des techniques très simples pour pouvoir modéliser et schématiser un système. Le OMT, c'est pour ceux qui ont déjà vu la programmation orientée objet, et je pense que vous l'avez vu avec Sebouscri. Donc, on essaye de découper le système avec un autre objet, avec un ensemble d'objets, et on essaye de trouver des liens entre ces objets-là. Un exemple, je peux dire que par exemple, moi je veux gérer une bibliothèque. D'accord? Et je dis, pour gérer des bibliothèques, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin d'un administrateur, j'aurais besoin d'un livre, j'aurais besoin, par exemple, d'un auteur, j'aurais besoin, par exemple, d'un étudiant, j'aurais besoin d'un ensemble de rôles. Et je peux dire que le rôle que je suis en train de définir, ou là, un ensemble de composants, ce sont des objets. Et par la suite, qui communique avec qui, je peux le définir à travers des symboles, etc. etc. Donc, cette technique, elle s'appelle OMT. Donc, ça, c'est un exemple. Ça veut dire que j'ai un ensemble de composants et par la suite, je dis qui communique avec quoi, qui envoie à qui et qui reçoit quoi de qui. Donc, ça, c'est la technique. Mais ce n'est pas la même chose que l'UML parce que pour ceux qui ont déjà vu l'UML, donc l'OMT, c'est l'antécédent de l'UML parce que l'UML, il est beaucoup plus riche. Donc, l'OMT, c'est juste quels sont les composants qui forment ton système et qui communiquent avec qui. Donc, c'est ça le rôle de l'OMT. Donc, je définis un ensemble d'entités et je trace des liens selon les entités, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça marche? Je définis aussi les sous-entités. Ça veut dire, je peux dire que, par exemple, j'ai un étudiant et j'ai un professeur, et les deux, ça veut dire étudiant et professeur, ils ont le même parent. Ils ont, par exemple, la même entité mère, ce qu'on appelle personne. Et je peux définir ça. Par exemple, ici, j'ai une entité liste et j'ai deux composants, sous-composants, linked list et array list. Et array list et linked list, ce sont deux filles ou bien deux sous-systèmes de liste. Ça veut dire liste, c'est général, et linked list et array list, ce sont des spécificités ou bien des spécialisations de la liste. La même chose que personne. Je peux dire que personne, c'est n'importe quelle personne, ça marche. Et je dis que, par exemple, auteur, personne, professeur, étudiant, professeur, ce sont des spécialisations de personnes.
je peux imaginer non seulement les liens entre les composants, mais je peux aussi imaginer, par exemple, la nature entre les composants. Ça marche? Et je peux dire que, par exemple, j'ai une chambre. Et la chambre, c'est plusieurs catégories. Par exemple, chambre 4 personnes, chambre 3 personnes, suite présidentielle, suite je ne sais pas quoi. Ça veut dire tout ça, ce sont des chambres. Mais la catégorie des chambres, c'est, ils suivent par exemple une entité mère qui s'appelle chambre. Donc je peux imaginer la dépendance et la spécialisation qui permet de modéliser les systèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça marche? Donc ça, c'est l'OMP. La quatrième technique, c'est Meurize. Meurize, c'est un ensemble de niveaux. Nous avons 3 niveaux, le niveau conceptuel, le niveau logique et organisationnel et le niveau physique. Le niveau conceptuel, c'est un truc high level, c'est un niveau high level qui permet de définir que ce soit qui communique avec quoi, ça veut dire en termes d'échange, j'envoie quoi à qui, etc., etc. Un ensemble de traitements sous forme de workflow et un ensemble de données, ça veut dire par exemple personne ou bien étudiant, quelles sont les caractéristiques de l'étudiant, par exemple nom, prénom, blablabla. Bla, 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 bla. Donc tout ça, on essaye de le modéliser à travers, ou bien le détailler à travers le niveau conceptuel. Une fois le niveau conceptuel est prêt, donc je zoome sur le niveau logique ou organisationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dis que logique communication, c'est non seulement qui communique avec quoi, mais je peux définir des entités réelles. Le traitement, ça veut dire je peux définir les fréquences, je peux définir les mécanismes d'échange utilisés, etc. Et par la partie logique de données, ça veut dire tous les détails de, par exemple, définition de données, nom, prénom, etc. Comment je l'organise sur des tables, sur des fichiers, sur des... peu importe. Donc, je définis la partie logique de la chose. Et la partie physique, ça veut dire réellement comment ils seront déployés sur le terrain. Ça veut dire les serveurs, les réseaux, etc., etc. Donc, comment je le fais? Donc, le niveau conceptuel, c'est le niveau high level. Le niveau logique organisationnel, ça veut dire c'est les moyens à mettre en place. Et le niveau physique, ça veut dire c'est réellement sur le terrain, physiquement, qu'est-ce que je dois mettre en place pour répondre à ces besoins-là. C'est comme si je mets le comment, le quoi, et je le définis à travers un ensemble de niveaux dessus. Excusez-moi, je branche juste le PC, le chargeur. Good, on avance. Donc, je vais zoomer sur chacun de ce niveau, chacune de ces techniques. Par exemple, conceptuel de communication. Donc, il s'agit de définir le système et les éléments externes avec lesquels il échange des flux d'informations, que ce soit interne ou externe. Ça veut dire, si par exemple, moi je suis une banque et je dois communiquer avec Banque El Maghreb, par exemple, qui est un élément externe de mon système, ça veut dire que je dois le montrer clairement comme quoi c'est un système externe. Donc, il s'agit de découper l'organisation en entités appelées acteurs internes et acteurs externes, par exemple. Lorsque les domaines d'une organisation sont trop importants, donc on peut les définir dans des sous-systèmes. C'est-à-dire, je peux dire que, par exemple, ici, dans le rectangle suivant, nous avons acteurs 4, 5, 6, qui sont des sous-systèmes de systèmes avec lesquels je communique. Donc ça, c'est la communication avec qui je communique, j'envoie quoi à qui, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le modèle conceptuel de traitement, c'était ça. Ça, c'est la communication, le MCC. Le MCT, qui est le traitement, repose sur les notions d'événement et d'opération. Celle de processus en découle. Donc, on définit l'événement. Ça veut dire un événement est assimilable à un message que j'envoie. L'opération, ça veut dire une fois le message est reçu, j'exécute quoi. Et le processus, c'est une vue qui correspond à un enchaînement d'opérations. Ça marche? Ça veut dire j'ai un input, j'ai une opération et j'ai un ensemble de processus que je déclenche. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le traitement. Ça veut dire quels sont les éléments de traitement ou bien les chaînes qui constituent nos traitements. Donc, on n'est pas dans la communication comme le MCC qui communique avec quoi,
mais nous sommes dans le zoom. Ça veut dire, dans cette communication entre le système, je fais quoi réellement, j'envoie quoi, je reçois quoi, j'exécute quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. Le MCD, c'est la donnée. Ça veut dire pour chaque entité, je définis ses caractéristiques. Ça veut dire que je dis que par exemple, personne communique, ou bien étudiant communique avec professeur. Étudiant, il est décrit par quoi? Et le professeur, il est décrit par quoi? Par exemple, le professeur donne un cours, j'ai une entité professeur et entité cours. Professeur, il est défini par quoi? Et le cours, il est défini par quoi? Donc, je définis chaque entité avec ses caractéristiques. On appelle ça le MCD. Donc, là, le modèle logique de communication, on n'est pas dans le conceptuel, mais logique. Là, je définis non seulement qui communique avec quoi, mais les entités, comment ils sont modélisés. Donc, consiste à décrire les différents messages échangés. Avant, c'était acteur 1 communique avec acteur 2. Là, je définis les messages échangés, site, base de données, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, je définis le détail du détail. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les pipelines d'information et de communication. Donc, nous ne sommes pas dans la conception, mais on a zoomé un niveau de plus et on détaille un petit peu. Ce n'est pas le détail physique, mais un détail intermédiaire. Ça marche? Sur ce deuxième niveau de zoom, je définis le traitement. Et dans le traitement, je définis la fréquence, le lieu, les responsables, les ressources, le temps d'exécution. Ça veut dire non seulement un traitement qui s'exécute et la input-output, mais qu'elle me chie beaucoup plus loin et je vais beaucoup plus loin dans la description et les détails de processus. On appelle ça le modèle logique de traitement. Ça marche? Et la même logique avec le modèle logique de données. Ça veut dire, je raisonne plus caractéristique, mais je raisonne base de données, je raisonne clé primaire, clé secondaire, je raisonne même des tables. Par exemple, je dis que l'étudiant, c'est 2 tables, 3 tables, 4 tables. Ça veut dire, je raisonne et je projette ces détails de caractéristiques sur des modèles relationnels, ainsi de suite, ainsi de suite. Le modèle physique, c'est la couche la plus basse. Ça veut dire les moyens mis en place pour réaliser le MCC et le MCT. Ça marche? Donc, modèle physique de communication, modèle physique de traitement et modèle physique de données. Donc, modèle physique de communication consiste à définir les moyens physiques de communication, fichiers, réseaux, cartes, ce que tu veux. Modèle physique de traitement permet de spécifier les fonctions telles qu'elles seront ensuite réalisées par le programmeur, ça veut dire que c'est le détail technique d'implémentation. Et le modèle physique de données, c'est les bases de données relationnelles, SQL, les requêtes, bases de données, clés primaires, clés secondaires, vues, etc. etc. Donc, tous les détails qui concernent les bases de données. Voilà. Ça, c'est la quatrième technique, c'est la technique Meurize. Donc, il y a le SADT, il y a le FAST, il y a le OMT, il y a Meurize, et la cinquième technique, c'est l'UML. Donc, l'UML, c'est la concrétisation de Meurize. Parce que Meurize, c'est une méthode de conception qui donne énormément de détails, mais il n'est pas très pragmatique. Ça veut dire qu'on n'affiche pas énormément de détails dans Meurize. Meurize, c'est high level. Meurize, c'est une description, c'est une philosophie, etc. L'UML, c'est une méthode qui permet de détailler le détail du détail. Ça veut dire on utilise des symboles, on utilise des types de flèches différents, on utilise énormément de techniques qui permettent de détailler la concrétisation de la modélisation. Ça marche? Donc l'UML, c'est 13 diagrammes. L'UML, c'est 13 diagrammes. C'est un diagramme de classe qui permet de définir les classes qui constituent le système. C'est un diagramme d'objets qui permet de définir les caractéristiques de ces classes-là. Un diagramme de composants qui permet de définir les composants logiciels, les composants systèmes, etc., etc. Un diagramme de déploiement qui permet de définir les serveurs et on met quoi sur chaque serveur. Un diagramme de package dans le cas où nous avons des centaines de classes pour les regrouper entre elles, etc., etc. Un diagramme de structure composite pour définir ces composants et comment ils sont modulaires, etc., etc. Un diagramme de profil pour définir les profils de chaque utilisateur et qu'est-ce qu'il consomme, etc., etc. Un diagramme de cas d'utilisation qui permet de définir toutes les fonctionnalités de notre système et quels sont les acteurs qui consomment ces fonctionnalités-là. Un diagramme d'état de transition qui permet de définir l'enchaînement des actions et l'enchaînement d'exécution de
des différents composants, un diagramme d'activité qui permet de définir le work path de l'état initial vers l'état final, un diagramme de séquence qui définit l'axe temporel, etc., etc., un diagramme de communication qui permet de définir les messages échangés, un diagramme de collaboration pour définir les profils et comment ils échangent, un diagramme de temps. On a énormément de diagrammes. Ça marche? Vous allez me dire, est-ce que dans la conception, on est obligé d'utiliser tous ces diagrammes? Non, pas forcément. Mais il y a certains diagrammes qui sont obligatoires. Chaque diagramme, il affiche un ensemble de détails. Chaque diagramme affiche un ensemble de détails. Mais on n'est pas obligé d'utiliser les 13 diagrammes dans tout, de chaque conception, dans chaque système, etc. Mais il y a certains diagrammes qui sont vraiment obligatoires. Par exemple, diagramme de classe, il est obligatoire. Par exemple, diagramme de cas d'utilisation, il est obligatoire. Par exemple, diagramme d'activité, il est obligatoire. Par exemple, diagramme de séquence, il est obligatoire. Ça, c'est un ensemble de diagrammes qui sont vraiment obligatoires, ça marche, et qui sont dans la vision de modéliser un ensemble de systèmes. Ça veut dire, chaque diagramme, il donne une projection, ça veut dire une partie de notre système. Et par la suite, les diagrammes se complètent parce que chaque diagramme donne une projection spécifique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça marche? Donc, je commence par le premier diagramme. C'est le diagramme de cas d'utilisation. Ça marche? Vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Yes, super. Donc, le diagramme de cas d'utilisation, comme je vous ai dit, il définit deux choses. Il définit un acteur, ou bien un nombre d'acteurs, et il définit un ensemble de fonctionnalités. Les acteurs, ils sont montrés, ou bien ils sont définis avec le symbole bonhomme suivant. Et les fonctionnalités avec un ellipse. Ça veut dire l'ellipse, c'est une fonctionnalité, et le bonhomme, c'est un acteur. Et quand je mets un trait entre un acteur et une fonctionnalité, cela veut dire que l'acteur, il consomme cette fonctionnalité. Ça veut dire, par exemple, j'ai la gestion d'un site web, donc, et j'ai un acteur administrateur. Ça veut dire, si je mets un lien entre administrateur et la fonctionnalité, ça veut dire l'administrateur, il a le droit de consommer la fonctionnalité. Ça marche? Donc, c'est comme ça que je lis un diagramme de cas d'utilisation. Et j'ai un ensemble d'acteurs, j'ai un ensemble de fonctionnalités, et j'essaie de définir qui consomme quoi. Et je mets tout ça à travers un diagramme joli, un diagramme très simple et qui est facile à lire. Ça marche? Donc, la deuxième chose que je définis dans un diagramme de cas d'utilisation, c'est les contraintes. Ça veut dire pour pouvoir utiliser une fonctionnalité, quelles sont les contraintes obligatoires et quelles sont les contraintes optionnelles. Ça marche? Par exemple, pour pouvoir gérer un site web. D'accord? Ça veut dire l'administrateur, il doit obligatoirement s'authentifier. C'est normal. Moi, je suis un administrateur et je cherche à gérer un site web. La première des choses, c'est quoi? C'est m'authentifier. Je peux le définir. Comment je le définis? Je vais vous montrer. Mais je peux dire que la fonctionnalité gérer un site web, il a une contrainte, c'est d'authentification. Ça veut dire que je dois obligatoirement m'authentifier. Il y a d'autres fonctionnalités qui ne sont pas, ou bien d'autres contraintes qui ne sont pas obligatoires, ils sont fonctionnels. Par exemple, j'ai un client et il veut passer une commande, ça marche, il a la possibilité d'entrer un code de réduction. Mais le code de réduction, il n'est pas obligatoire, il est optionnel. Ça veut dire entrer un code de réduction, c'est quelque chose qui est optionnel. Ça veut dire que je dois la montrer dans le diagramme de cas d'utilisation. Donc, le diagramme de cas d'utilisation, il montre les fonctionnalités et les contraintes, que ce soit optionnel ou bien obligatoire. Ça marche? C'est ça le rôle d'un diagramme de cas d'utilisation. Donc, ça, c'est le bonhomme, ça, c'est l'acteur. Et un acteur, ce n'est pas forcément une personne morale. Il peut être une personne physique, utilisateur, système externe, imprimante. Si par exemple l'imprimante, il envoie un signal à quelqu'un, ça veut dire l'imprimante, il peut être considéré comme un acteur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est la fonctionnalité. C'est une ellipse avec un détail à l'intérieur de cette ellipse-là. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, un passager, il est capable d'acheter un ticket. Voilà. Donc, j'ai ici fonctionnalité qui est consommée par le passager. Mais
aide le passager avant qu'il achète le ticket, ça marche. Il a un ensemble de contraintes qu'il faudrait considérer. La première, c'est out of order. Ça veut dire obligatoirement, je dois vérifier le out of order. Cancel, no change et le timeout. Ça veut dire ça, c'est un ensemble de contraintes optionnelles. C'est pas obligatoire, pardon. C'est optionnel parce que extends, c'est optionnel. Donc, optionnel que je peux me retrouver avec les conditions. Donc, soit je suis out of order, soit je suis annulation de la commande, soit je suis non changeable, soit je suis en mode timeout. Ça marche? Donc, tout ce qui est optionnel, je le modélise avec head le symbole. Ça veut dire, si je mets ici le extend entre head l'action et head la fonctionnalité et head la fonctionnalité, ça veut dire c'est la fonctionnalité est une option ou bien c'est une contrainte optionnelle pour la première fonctionnalité. Ça marche? Et faites attention dans le sens de la flèche. Ici, la flèche, c'est l'option vers la fonctionnalité. C'est l'option vers la fonctionnalité. Attention. Ça veut dire qu'un utilisateur, il veut acheter ou bien il peut acheter un ticket, mais optionnellement, il se peut qu'il se retrouve avec out of order. Ça veut dire extend, c'est option, et le sens de la flèche, c'est l'option vers la fonctionnalité. Ça marche? Nous avons l'autre option qui est include. Ça veut dire quoi include? Ça veut dire obligatoire. Ça veut dire un utilisateur, il permet d'acheter un seul ticket ou plusieurs tickets. Et pour pouvoir, ou bien avant d'acheter un seul ou plusieurs tickets, je dois obligatoirement payer avant d'acheter le ticket. Et pour le paiement, j'ai deux options optionnelles. Donc, soit no change, soit annuler la commande. Ça veut dire le include, il est obligatoire et le extend, il est optionnel. Et attention, l'optionnel, c'est l'option vers la fonctionnalité. L'obligatoire, c'est l'inverse. Ça veut dire c'est la fonctionnalité vers l'option, vers la contrainte obligatoire. Ça marche? Donc, ça, c'est un détail hyper important. Donc, diagramme de cas d'utilisation, comme je vous ai dit, il définit les acteurs, les fonctionnalités et les contraintes, que ce soit optionnel ou obligatoire. Le diagramme de classe, c'est il essaye, ou bien il affiche, il projette les différents composants, ça veut dire les briques, qui permettent de constituer le système. Comme l'exemple tout à l'heure de la bibliothèque, je dis que pour pouvoir développer un système de bibliothèque, quels sont les composants, quels sont les systèmes, les sous-systèmes dont j'aurai besoin. Par exemple, administrateur, auteur, adresse, blablabla, bla, 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 et j'essaie de les définir dans un diagramme de classe. Donc, diagramme de classe, c'est un ensemble de caractéristiques, un ensemble de composants. Chaque composant, il a un ensemble de variables et un ensemble de fonctions. Un ensemble de variables et un ensemble de fonctions. Donc, une classe qui est un composant, c'est trois compartiments, un rectangle avec trois compartiments. Le premier compartiment, c'est le nom de la classe. Deuxième compartiment, c'est les différentes variables. Et le troisième compartiment, c'est l'ensemble des fonctions de mon système. Donc, l'idée derrière un diagramme de classe, ce n'est pas seulement de définir quels sont les composants qui constituent notre système, mais de définir la relation entre les classes. Ça veut dire, je dis que j'ai un livre et un auteur, quelle est la relation entre livre et auteur? Et pour les types de relations, nous avons 4 types de relations. Nous avons soit une association, soit une agrégation, soit une composition, soit un héritage. Ça veut dire j'ai 2 entités et entre les 2 entités, nous avons 4 possibilités, 4 liens possibles. Soit une association, soit une agrégation, soit une composition, soit un héritage. Ça veut dire quoi une association? Une association, ça veut dire c'est un lien entre l'entité A et l'entité B. Ça veut dire quand je dis que auteur et livre, ils ont une association entre eux, ça veut dire auteur utilise livre et par exemple livre il a un lien avec un auteur. Ça marche? Je dis qu'il y a une association. Ça veut dire qu'il y a un lien entre l'entité A et l'entité B. Ça marche? Donc ça, c'est la définition basique. Ça veut dire j'ai une association. Des fois,
la nature des entités diffère. Des fois, soit j'ai deux entités qui ont le même poids, soit j'ai des entités qui appartiennent à d'autres entités. Et quand j'ai une entité qui appartient à une autre entité, et il y a un lien entre les deux, je ne parle plus d'une association normale. Parce que les deux entités, ils n'ont plus le même poids. Par exemple, je dis que j'ai département et j'ai professeur. Donc, département et professeur, ils n'ont pas le même poids. Parce que je peux dire que sémantiquement, un professeur appartient à un département. Ça veut dire que j'ai une sorte d'appartenance. Quand je détecte et quand je définis, je constate cette sorte d'appartenance, l'association normale n'a aucun sens. Ça veut dire que je passe vers une association, un autre type d'association. Les huwa, soit une agrégation, soit une composition. Et quelle est la différence entre une agrégation et une composition? C'est le degré d'appartenance. Ça veut dire, si je dis que l'entité qui appartient, l'entité petite qui appartient à l'entité plus grande, si je détruis l'entité plus grande, je détruis ce qui est à l'intérieur, je dis que je suis d'une composition. Je suis dans une composition. Si je détruis le plus gros, je détruis tous ceux qui appartiennent à cette entité-là. L'agrégation, c'est une appartenance légère. Ça veut dire, si je détruis l'entité la plus grande, ça veut dire que je ne vais pas forcément détruire ceux qui sont à l'intérieur. Je donne un exemple. J'ai un département et j'ai un professeur. Donc, professeur appartient à un département. Ça veut dire que je ne suis plus dans l'association normale parce que j'ai la règle de l'appartenance. On est bien d'accord. Mais je pose la question. Si je détruis le département, est-ce que je détruis le professeur? C'est une question. Si je détruis le département, je détruis le professeur? Non. Non. Ça veut dire que je suis dans une agrégation. Si je détruis le département qui contient le professeur, il peut appartenir à un autre département. Je dis que les deux entités, ils ont une appartenance, mais une appartenance légère. Je dis que c'est une agrégation. Et pour l'agrégation, il a un symbole. Je vais vous montrer c'est quoi le symbole. Donc, je donne un autre exemple. Supposons que, par exemple, j'essaie de définir une voiture. Et je dis que la voiture, c'est une entité. Et j'ai, par exemple, une porte. Une porte qui est une entité. Avec poignée, avec verre, avec tous les composants qui sont à l'intérieur d'une porte. Donc, sémantiquement, une porte, elle appartient à une voiture. On est bien d'accord. Ça veut dire, j'ai une entité voiture, j'ai une entité porte, et j'ai cette sorte d'appartenance. Mais si je détruis la voiture, je vais détruire la porte. Je dis que c'est une composition. Ça veut dire la composition, c'est une appartenance forte. Et l'agrégation, c'est une appartenance légère. Le quatrième type de lien entre deux entités, c'est l'héritage. C'est l'exemple que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire, j'ai une entité et j'ai des sous-entités. Par exemple, personne avec étudiant et professeur. Ça veut dire, étudiant et professeur, ils appartiennent à l'entité personne. Je dis que c'est un héritage. Ça veut dire que c'est une spécialisation. Par exemple, j'ai chambre et j'ai plusieurs types de chambres. Ça veut dire que les types de chambres, ils appartiennent à la chambre plus grande, ou là, le type le plus gros. Ça veut dire que je dis que c'est un héritage. Donc, les 4 liens possibles entre deux entités, c'est soit une association, soit une agrégation, soit une composition, soit un héritage. Donc, ça, c'est le lien d'association. J'ai A, B. Pour dire que le A et le B, ils ont une association simple, je mets un lien. Ça veut dire A et B, ils communiquent entre eux. A, il a une liaison avec B et B, il a une liaison avec A. Je dis que c'est une association binaire dans les deux sens. Ça veut dire A communique avec B et B communique avec A. Il n'y a pas de flèche, ça veut dire que c'est dans les deux sens. Si je veux dire que le A communique avec B, mais le B ne communique pas avec le A, je peux mettre une flèche pour dire que le sens il est unidirectionnel. Ce n'est pas binaire, mais il n'est pas bidirectionnel, mais unidirectionnel, je peux mettre des flèches. Ça, c'est l'exemple de A communique avec B, mais le B ne communique pas avec le A. Donc,
Voilà. Donc, l'agrégation, ce que j'ai dit que la composition, c'est l'appartenance qui est légère. Je peux dire que module appartient à CRAT, mais si je définis ou bien si je détruis CRAT, je ne détruis pas module. Comment je définis ce symbole? C'est head de losange qui est vide à l'intérieur. Donc, losange vide, c'est pour définir l'agrégation. Pour définir la composition, c'est losange pleine. Pour définir la composition, c'est losange pleine. Donc, l'héritage, c'est avec flèche, mais flèche complète. Ce n'est pas l'exemple de la flèche unidirectionnelle, il n'est pas complète, mais c'est une flèche complète. Ça veut dire que le B, c'est un sous-type de A. Le B, c'est une spécialisation de A. On appelle ça héritage. Donc, pour dire que deux entités, ils communiquent entre eux et avec combien de fréquences, avec combien de sous-types, etc., je peux définir ce qu'on appelle les cardinalités. Ça veut dire, si je dis 0 et 1, ça veut dire dans l'entité A, j'ai un seul représentant de l'entité B. Si je mets étoile, ça veut dire à l'intérieur de l'entité A, j'ai un tableau de type B, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple de diagramme de classe avec un ensemble d'entités, les hommes des classes, et il y a des liens entre les classes. Par exemple, customer et ordre, ils ont une association bidirectionnelle. Ça veut dire, dans l'ordre des informations, j'ai des informations de client, customer, et dans le customer, j'ai des informations de l'ordre. Paiement, il a trois types de paiement, c'est un héritage, soit un paiement crédit, soit un paiement cash, soit un paiement par chèque. Dans l'ordre, j'ai une agrégation, le ordre détail, et j'ai un item, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'essaie de modéliser mon système avec les différents composants et les liens entre ces composants. Ça marche? Donc ça, c'est les exemples. Dynamique Gazine, là. Ça, c'est diagramme d'objet. Donc le diagramme d'objet, c'est une spécialisation, c'est-à-dire c'est un détail sur le contenu de la classe. Parce que je dis que dans la classe, j'ai un ensemble de variables. Par exemple, le nom, prénom, etc., etc. Un ensemble de détails. Mais des fois, j'ai envie de dire que non seulement, par exemple, A, il a un lien avec B, mais je veux dire que A, avec un ensemble de valeurs, il a un lien avec B, avec un ensemble de valeurs. Je donne un exemple et vous allez comprendre tout de suite. Donc, supposons que j'ai deux entités. J'ai l'entité aéroport et j'ai l'entité avion. Donc, selon le diagramme de classe, ça veut dire j'ai deux entités et j'ai une association entre les deux. Ça veut dire aéroport communique avec l'avion et l'avion communique avec l'aéroport. Donc ça, c'est deux liens normaux, deux liens normaux entre deux entités tranquilles. Mais moi, dans ma description, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'afficher un détail beaucoup plus poussé. C'est quoi ce détail que je veux afficher? Ce détail beaucoup plus poussé. Je veux afficher comme quoi l'aéroport de Rabat, il a un lien avec les vols de Paris. Ou là, avec les vols qui commencent avec, par exemple, le code A. Et l'aéroport de Casa, il a, par exemple, un lien avec les vols qui commencent avec B, par exemple. Comment je peux définir ce lien et cette association en utilisant le diagramme de classe? Il n'y a pas moyen. Parce que dans le diagramme de classe, je ne donnais pas des valeurs aux attributs. Je ne donnais pas des valeurs au contenu, etc. Mais avec le diagramme d'objet, j'ai la possibilité de donner des valeurs. Ça veut dire que je peux dire que l'aéroport avec le nom Rabat, il a un lien avec, par exemple, le vol avec le code, par exemple, A0 1000, par exemple. Donc, c'est ça le diagramme d'objet. C'est de tracer des liens avec des entités qui contiennent des valeurs de contenu. Donc, c'est ça l'objectif d'un diagramme d'objet. Voici l'exemple d'un diagramme d'objet. Si vous avez remarqué, je ne suis pas dans une classe, je suis dans un objet et avec des valeurs qui portent des noms. Par exemple, ici, le name égale quelque chose. Ici, l'employé ID avec un nom. Le title, il contient quelque chose. Et ces informations-là, ce n'était pas possible avec le diagramme de classe. Ce n'était pas possible. Le diagramme de package, c'est des packages qui contiennent un ensemble de classes. Je peux dire que, par exemple, le package notification, il contient la classe A, B, C, D, E, F, ainsi de suite. Et le package dispatcher interface, il contient, par exemple, les classes 1, 2, 3, blablabla.
Ça veut dire je définis des packages et à l'intérieur des packages, je mets un ensemble de classes, comme l'exemple que je montre ici devant vous. Diagramme de séquence, c'est l'ordre d'exécution dans un ordre bien précis. Et bien sûr, la fin des cycles, par exemple, je mets que l'entité A contient l'entité B et la fin du cycle, je le montre avec des croix, c'est-à-dire un ensemble de symboles qui montrent un petit peu l'ordre d'exécution, etc., etc., etc. Le diagramme de collaboration avec un ensemble d'échanges, de récurrences, d'arguments, des clauses. Ça veut dire que je détaille un ensemble de mécanismes qui contiennent les détails d'échange. Par exemple, je peux dire qu'un utilisateur communique avec un autre utilisateur, qu'est-ce qu'il envoie, qu'est-ce qu'il reçoit, c'est ça le diagramme de collaboration. Et le diagramme d'activité, c'est entre un état initial et un état final, on essaye de tracer l'acheminement, ce qu'on appelle le work path, le chemin de travail d'un état initial vers un état final, avec l'ensemble des possibilités, ce qu'on appelle les états, ainsi de suite, ce qu'on appelle les activités. C'est un exemple de diagramme d'activité. J'ai customer, ATM machine et banque. L'état initial, ou bien le système se déclenche via le client. Par la suite, il insère sa carte, il entre le code PIN. Par la suite, la banque il autorise. Soit le PIN il est valide, soit il n'est pas valide. Si le PIN est valide, je fais la demande pour entrer le montant. Si le PIN n'est pas valide, j'affiche un message d'erreur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que j'essaye de montrer l'acheminement de toutes les actions dans un ordre entre un état initial et un état final dans mon système. Le diagramme d'état transition, c'est un morceau ou bien un changement d'état, une partie de mon système. Ça veut dire le diagramme d'activité, c'est tout le système de A à Z. Le diagramme d'état transition, c'est juste un morceau et j'essaie de finir le changement d'état. Par exemple, je dis que moi, j'étais dans un état rouge, après 30 secondes, je passe à vert. Après 30 secondes, je passe par exemple à orange, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire je définis le changement d'état selon un ensemble d'actions, un ensemble de plein de choses. Donc, je définis ça à travers mon diagramme d'état transition. Ça, c'est un exemple. Donc, diagramme d'état transition, je change d'état en fonction d'un ensemble d'inputs et j'affiche et je montre quels sont les différents états et quels sont les différents changements en fonction des actions qui se produisent à l'intérieur de mon système. La différence entre diagramme d'état transition et les diagrammes d'activité, diagramme d'activité, c'est global, c'est-à-dire que tout le système. L'état transition, c'est juste un ensemble, ça veut dire juste une classe, une entité, etc., etc. Une entité, etc., etc. Diagramme de composants, c'est les composants dans mon système et les inputs, outputs. Ça veut dire que je peux dire que mon système, c'est un ensemble de petits morceaux. Et chaque morceau, qu'est-ce qu'il affiche comme output, je les définis à travers les différents composants. Ça, c'est un exemple. J'ai, par exemple, un composant service web, j'ai un composant système de commande, j'ai un composant système de taxes, j'ai un système de restauration et j'essaye de montrer comment ces systèmes communiquent entre eux en fonction d'input-output. Donc, ce qu'on appelle un diagramme de composants. Le diagramme de déploiement, c'est de mettre quoi comme composant à l'intérieur de quel serveur. Ça veut dire, je mets les machines, les serveurs, les systèmes et j'affiche qu'est-ce que je mets comme composant, qu'est-ce que je mets comme système, comme composant à l'intérieur de ces systèmes-là. Donc, comme le montre le système ou bien l'exemple devant vous, par exemple, ici, j'ai un serveur banque. À l'intérieur, j'ai une base de données, j'ai un système d'application, j'ai un autre système avec un sous-système de listing, ainsi de suite. Ça veut dire que j'essaye de montrer les serveurs, qu'est-ce que je mets à l'intérieur comme composant et comment ils communiquent entre eux et quels sont les protocoles qui sont utilisés. Ça marche? Voilà, donc ça c'est l'UML, c'est un ensemble de diagrammes et c'était la 5e technique de modélisation. Il y a le SADP, il y a le FAST, il y a Meurize, il y a l'OMT, il y a l'UML et la dernière technique, la 6e technique, c'est les méthodes formelles. C'est quoi les méthodes formelles? Yes, dis-moi.
Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi parfois on parle sur 14 diagrammes et non pas 13 diagrammes dans l'UML? Ouais, ça dépend. Ça dépend en fait ça dépend de niveau de conception. Parce que des fois, on découpe. Il y a aussi les niveaux de l'UML. Il y a l'UML 2.0, il y a plusieurs évolutions. Par exemple, l'UML 1.0, il n'y avait même pas 8 diagrammes, tu vois. Donc, c'est style d'évolution. Le standard, c'est 13 diagrammes. Il y a un ensemble de diagrammes, par exemple, diagramme de profil, diagramme de temps, etc. Il y a certaines personnes qui disent que c'est intéressant de les garder comme diagramme. Il y a certaines personnes qui disent l'axe temporaire, là, c'est implicitement à l'intérieur de diagrammes de séquence. C'est-à-dire, le niveau de conception varie d'une personne à une autre et de la spécification, d'une spécification UML à une autre. Mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Donc, la dernière technique, c'est les méthodes formelles. Les méthodes formelles, ils varient un petit peu, ils sont différentes un petit peu de la technique, les autres techniques qu'on a vues, mais les mathématiciens, ils essayent de modéliser les contraintes d'un système en utilisant les symboles mathématiques. Les symboles mathématiques comme quel que soit, existe, différent, etc., à travers des symboles mathématiques, comme le montre l'exemple devant vous, et on essaye de définir les différents détails, les différents échanges en utilisant des symboles mathématiques. Différents, quel que soit, existent, etc., etc. On essaye de montrer les contraintes de notre système. Donc, dans les méthodes formelles, il y a deux techniques les plus utilisées. Il y a la technique Z et il y a la technique B. La technique Z devant vous et la technique B, c'est l'exemple comme un algorithme qui permet d'afficher l'ensemble des détails, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle les méthodes formelles, en utilisant des symboles mathématiques, on essaye de montrer et d'afficher les détails des détails de le système qu'on est en train de concevoir. Ça marche? Donc ça, c'est les différents, bien les 6 systèmes de modélisation les plus utilisés dans le monde de conception logicielle. Donc je répète, il y a le SADT, il y a le FAST, il y a l'ONT, il y a Meurize, il y a UML et il y a les méthodes formelles. Donc, 6 techniques qui sont utilisées pour définir et pour projeter les différents détails, ça marche, sans forcément tomber dans les pièges de la description textuelle. Ça veut dire que tout le monde essaye d'éviter les descriptions textuelles. Ça veut dire définir les détails en utilisant le français ou bien l'anglais ou n'importe quelle langue. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter le maximum possible. Avec les techniques de modélisation et de conception, avec des schémas, etc., c'est le standard et c'est les bonnes pratiques pour pouvoir afficher le maximum de détails. Des questions? Donc, le prochain chapitre qu'on va voir, mais pas aujourd'hui, c'est les standards de la programmation. Ça veut dire, je vais vous montrer, pour pouvoir développer un logiciel intéressant, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faudrait suivre. Que ce soit en termes de gestion de version Git, etc., que ce soit en termes de tests, que ce soit en termes de style de code, comment analyser un code, les métriques de codage et ce qu'on appelle les design patterns qu'on utilise pour développer un logiciel solide. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas concernant cette partie de conception et de modélisation. Des questions? C'est bon? Donc, voilà. Donc, ce que je vous demande de faire, merci beaucoup, Adam. Donc, ce que je vous demande de faire, hier, on a présenté le cadrage de besoins et on a présenté la story map et c'était très intéressant comme présentation. J'ai vraiment adoré l'exercice. C'est parmi les meilleurs exercices que j'ai fait durant ces ateliers que je fais même avec l'INSA. Ce que je vous demande de faire, c'est de pousser la réflexion un tout petit peu plus loin et d'essayer de concevoir les systèmes. Chacun de ces systèmes, que ce soit le système des bus, que ce soit le système de cours, que ce soit les systèmes de voitures, etc. Donc, on essaie de pousser ces projets-là et essayer de les concevoir. Ce que je vous demande de faire dans un premier temps, c'est le diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de cas d'utilisation, c'est les utilisateurs, les
fonctionnalités avec les contraintes obligatoires et fonctionnelles et optionnelles. Donc, on va essayer pour chaque système d'essayer d'extraire le diagramme de cas d'utilisation associé. Donc, comme l'exercice ou bien comme l'exemple que je vous montre ici devant vous, on essaie de montrer quels sont les acteurs dans mon système et quelles sont les fonctionnalités et les contraintes optionnelles et obligatoires pour ce système-là. Ça veut dire, la prochaine fois, donc, on présente chaque projet, la conception en termes de diagramme de cas d'utilisation associé. Ça vous va? D'accord, Oui, monsieur. monsieur. C'est noté. Merci beaucoup. Très bien. Oui, monsieur. Donc c'est D'accord, l'exercice que monsieur. Yes, super. Donc, c'est l'exercice que je vous demande pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, on va continuer le cours avec les techniques de standard de programmation. Donc, on avance chouïa chouïa. Donc, je sais que vous n'avez pas forcément un background trop technique, mais c'est un cours qui n'est pas trop technique. C'est un cours de bonne pratique. Donc, pour pouvoir souligner les défauts de bonne pratique en termes de conception, etc. etc. Ça marche? Oui, monsieur. D'accord, Merci. monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, Donc, s'il vous plaît. je vous demande de mettre à jour le fichier PowerPoint que vous m'avez envoyé hier avec la conception et on va l'enrichir au fur et à mesure. Donc, je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ça marche? Monsieur, Yes. D'accord, monsieur. monsieur, hier, nous avons vous envoyé la présentation avec la correction. Est-ce que vous avez reçu, monsieur? J'ai pas encore checké, mais j'ai reçu 5 ou 6 projets. Je pense que c'est les projets qu'on a déroulés hier. D'accord, Monsieur, une question. Yes, dis-moi. Pour ces projets qu'on a présentés hier, à quel niveau on va travailler sur ces projets? Est-ce que jusqu'à la partie de programmation et réalisation, ou juste on va appliquer ces méthodes de génie logiciel? Ça dépend de vous, ça dépend des prérequis. Généralement, le même cours avec l'ENSA ou là, avec l'UIR ou là, avec d'autres universités, on va jusqu'au niveau d'implémentation. Mais je ne veux pas mettre sur vous une contrainte de plus. Ça veut dire, c'est pour ça que je vous ai posé la question au départ, est-ce que vous êtes à l'aise avec la programmation? Si vous me dites oui, donc on peut pousser la réflexion. Et je ne veux pas le mettre sur le chemin critique. Ça veut dire que je ne veux pas mettre ça. Ça veut dire pour ceux qui sont à l'aise avec la programmation, on peut aller jusqu'au bout dans la réflexion et faire avec eux des projets, avec l'implémentation, etc. Mais ça serait optionnel. Ça veut dire pour ceux qui n'ont pas la maîtrise ou bien la technicité nécessaire pour développer, pour réaliser des solutions et des projets, donc ça ne serait pas comptabilisé comme un projet. Mais pour ceux qui sont à l'aise avec la programmation, on peut pousser la réflexion beaucoup plus loin et développer leur projet. Mais ça ne serait pas obligatoire. Ça marche? D'accord, monsieur. Good. Juste parce que Yes. l'idée qu'on avait choisie, il est un peu difficile à C'est pour ça que j'ai posé la implémenter. question, Flouel. Au début, vous m'avez dit que vous n'êtes pas à l'aise avec la programmation. Il y a des gens qui n'ont jamais fait la programmation. C'est pour ça que je ne veux pas mettre ça sur le chemin critique. Mais pour ceux qui sont à l'aise et qui veulent pousser la réflexion encore plus loin, moi, ça ne m'intéresse pas de voir avec eux et de les accompagner sur ces aspects-là. Mais pour ceux qui sont à l'aise et qui ne sont pas à l'aise, c'est un cours de conception high level de bonne pratique. D'accord, monsieur. La question plutôt, c'est on peut changer l'idée pour la mettre un peu plus applicable. Mais dans ce cas, il faut refaire même le cadrage que vous avez fait hier, que vous avez présenté hier. On va Ça ne me dérange refaire pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Il faut Oui. juste le faire le plus tôt D'accord, possible monsieur. Merci pour beaucoup. pouvoir enchaîner avec la conception. Ça marche? D'accord, monsieur. Merci. Good. Merci à toi. Donc, voilà. Donc, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Salam alaikum. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir.